Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief du Tour de Pologne 2022. On fera également le débrief du Tour de Burgos. Je ne sais pas dans quel ordre seront ces vidéos. Il y a une vidéo maintien qui est également prévue et une vidéo MotoGP. Donc journée intense. Après avoir pris quelques jours de pause après le Tour de France, c'était pas foncièrement prévu après le Tour de France féminin, mais comme j'étais un petit peu fatigué, voilà, j'ai décidé de faire une petite pause d'une semaine, 3 4 jours plutôt même, et ensuite de reprendre, notamment avec Pologne et Burgos. Pour ceux qui ne sont pas au courant, le Tour de Pologne c'était la semaine dernière, mais c'est diffusé que cette semaine sur la chaîne télé, sur la chaîne L'équipe. Par contre, c'était diffusé sur l'équipe live pendant cette semaine. Euh, on commence tout de suite par ce tour de Pologne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Bilan des Bleus top flop, comme d'habitude. Sur ce bilan global de la course, j'ai pas fait de bilan étape par étape, heureusement, parce que sinon des fois j'aurais eu un petit peu du mal. Pourquoi? Parce que tout simplement le parcours était très faible sur ce Tour de Pologne cette année, avec un parcours où il y avait une étape vraiment difficile. Vous aviez le contre-la-montre en côte lors de l'étape 6. Vous aviez l'étape... ouais, même l'étape 5, c'était pas très dur. L'arrivée sur l'étape 3, qui était un petit peu difficile, mais c'était qu'un kilomètre 5. Sinon, il y avait quand même peu d'étapes difficiles. J'ai vu quand même des Tours de Pologne. J'en ai pas vu 150 des Tours de Pologne dans ma vie, mais j'ai vu souvent quelques étapes, rarement un Tour de Pologne complet. Mais j'ai vu quand même des parcours qui me semblaient un peu plus intéressants que cette année, avec un parcours qui était assez plat en fait, avec peu de difficultés, parfois des difficultés qui n'étaient pas très très bien placées dans le final des étapes. Heureusement, on n'avait pas une grosse liste de départ, donc ça a souvent débloqué un petit peu la course. Mais pourquoi il n'y avait pas une grande liste de départ aussi? Parce que euh, il n'y avait pas un grand parcours. Et le problème du Tour de Pologne, c'est aussi son emplacement maintenant dans le calendrier. C'est que ça se trouve en même temps que le Tour de Burgos. Et on privilégie le Tour de Burgos. Et heureusement, encore cette année, vous n'avez pas le Tour du Benelux. Contrairement à d'habitude, on avait le Tour de Pologne et puis ensuite, quelques temps après, le Tour du Benelux, qui a permis aux sprinteurs d'avoir une start list au niveau des sprinteurs qui n'était pas mauvaise, mais au niveau des autres courses, c'était pas fantastique. Parce qu'encore une fois, le parcours ne vendait pas vraiment du rêve. Et on sait que l'emplacement de cette course dans la saison est pas idéal. Et puis on sait que l'organisation de cette course n'est pas idéale non plus. Ce qui fait que certains coureurs, je pense, n'avaient pas envie de prendre des risques avant d'aller sur la Vuelta ou sur la fin de saison et d'aller tomber du côté de ce Tour de Pologne qui donc n'a pas attiré grand monde. On va revenir sur la chaîne L'équipe. C'est la chaîne L'équipe donc qui commentait la course, sauf qu'on sent bien qu'ils avaient mis les moyens sur le Tour de Burgos et pas vraiment sur le Tour de Pologne. Donc c'était diffusé en live, mais sur l'équipe live, sur la plateforme internet. Et autant vous dire qu'au niveau commentaire, c'était quand même pas fantastique. Et surtout au niveau technique, parce que c'était une horreur. Le contre-la-montre notamment. Il y a une autre étape aussi où le commentateur, alors je pense que personne lui a dit, donc c'est-à-dire que je suis du côté de l'équipe, on s'en tape un petit peu de la plateforme live, c'était une catastrophe. C'était le forfait voyelle, quoi, en termes de débit internet, ce qui fait que le chrono, vraiment à un moment j'ai éteint le son, tellement ça m'emmerdait sur le chrono, et je me suis dit, bon, le chrono, tu regardes les temps, la manière de rouler, bon, il me manquera le son, mais ça m'a tellement fait chier le coût du forfait voyage. Je ne sais pas si c'est les mêmes commentaires là sur la chaîne télé. J'espère qu'ils ont recommenté les étapes, peut-être avec Claire Bricon, parce que c'était inécoutable vraiment. Et du côté du Tour de Pologne, diffuser les étapes en intégralité, je ne sais pas si c'est un réel intérêt. Alors je vous le dis déjà d'habitude, même sur le Tour de France, je regarde rarement les étapes en intégralité, mais alors sur le Tour de Pologne, l'échappée partait très vite, donc il n'y avait pas grand-chose à voir. Là, très clairement, j'ai regardé les 60 derniers kilomètres de chaque étape, j'ai rien raté de ce qui s'est passé. Donc c'est pas... J'ai du mal à comprendre l'intérêt parfois de diffuser les épreuves en intégralité.
Autant le Tour de Burgos, parfois c'était que 50 bornes et c'était trop léger, je trouve, la couverture médiatique du Tour de Burgos, autant sur le Tour de Pologne, il aurait peut-être fallu faire un peu moins. L'organisation, ça a encore été problématique. J'ai envie de dire, le Tour de Pologne, c'est chaque année la merde. Donc ça fait partie des courses qui sont mal organisées, comme le Tour de Turquie, on le sait. Peut-être aussi pour ça qu'il n'y a plus des listes de départ exceptionnelles. Premièrement, la qualité des routes est exécrable. C'est vrai qu'il y a des moments quand il y a plus de nid de poule que de goudron, on peut se demander si on peut encore appeler ça une route. Notamment dans l'étape 2, il y a un moment, il y a un passage sur une côte, mais c'est catastrophique. L'état de la route est catastrophique. Mais en plus, j'ai l'impression qu'on a envie de rentrer dans le centre-ville des communes polonaises. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas faites pour les voitures, ou au moins pour un peloton de 150 unités. Et c'était un bordel dans toutes les traversées de ville. Parfois, on avait beaucoup de pavés, mais surtout, on avait des routes beaucoup trop étroites. Et ce qui fait, comme les arrivées se situent en centre-ville, quasiment toutes, c'était un bordel monstrueux. Je pense notamment à l'étape remportée par Ackermann. Lors de l'étape, alors Ackermann, c'est l'étape numéro 4, où c'est pas un sprint qu'on voit. C'est une manœuvre tactique très bien réalisée de la part de Molano et Ackermann, mais c'est absolument pas un sprint. C'est-à-dire qu'il y a tellement de virages que tu ne peux pas sprinter dans ce final. C'est un peu pareil avec Bauhaus où il y a une grosse chute dans le final. On a eu quand même très peu de sprint clean sur ce Tour de Pologne. C'est dommage parce que on a le sprint d'Arnaud Démare, on a les 2 premiers sprints et encore. Mais Ackermann, Bauhaus, tu peux rien dire sur ces étapes-là, tellement les sprints sont borderline et tellement l'organisation est catastrophique. Et le Tour de Pologne, c'est pas nouveau, c'est là où je dis à chaque fois je critique l'UCI parce que on demande aux équipes d'avoir un certain standing aujourd'hui, notamment au niveau des salaires, notamment au niveau des organisations. On va faire la montée-descente quand même cette année. J'aimerais qu'on ait le même niveau, les mêmes critères pour les courses. C'est-à-dire qu'on ait un système de points et que les courses qui sont les moins bien organisées soient dégagées du calendrier World Tour. Le Tour de Pologne, c'est une catastrophe en termes d'organisation. La liste de départ, elle est, oui, vraiment pas top. Ça, j'ai critiqué déjà la liste de départ du Dauphiné, mais à côté, la liste de départ du Dauphiné, elle est exceptionnelle. Hein. Là, il y a, à part les sprinteurs, sinon c'est quand même, il n'y avait pas grand monde au départ, très clairement, à part Carapaz, Higuita, Arensman et au niveau des grimpeurs, c'était vraiment le vide. Même au niveau des coureurs de contre-la-montre, c'était pas fantastique. Et une organisation où on devrait mettre quand même beaucoup plus de moyens sur la sécurité des arrivées plutôt que sur les ballons sur le bord des routes, quoi. Alors les sponsors, ils sont contents, hein, parce qu'ils ont des affichettes de partout. Il y a des petits ballons géants, même sur les montées de 4e catégorie. Alors, c'est vrai que pour les sponsors, c'est bien. Par contre, les arrivées, elles sont toutes merdiques. À un moment, on peut même pas vraiment déterminer quel était le meilleur sprinter sur ce Tour de Pologne, parce que toutes les arrivées étaient... Enfin, beaucoup des arrivées étant borderline, c'est compliqué de savoir quel était le meilleur sprinter. Et puis la liste de départ a fait un peu peine à voir quand même. Ça serait bien qu'on se remette un petit peu en question du côté des organisateurs de l'UCI. Mais bon, quand on voit ce qui s'est passé sur le Tour du Burgos, je pense qu'on peut attendre encore longtemps. Je crois qu'on a un petit peu tout dit sur cette course. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Arnaud Démare. Arnaud Démare qui remporte la dernière étape du côté de Cracow. Donc je pense que c'est du côté de Cracovie. Qui sinon remporte également le classement par points du maillot blanc sur ce Tour de Pologne. Course assez intéressante d'Arnaud Démare qui a progressé au fur et à mesure de la semaine, qui est monté en puissance au fur et à mesure de la semaine. C'est bien pour lui qui va participer au championnat d'Europe cette année du côté de Munich ou Berlin, je ne sais plus, où sont les championnats européens cette année. Parce que les championnats d'Europe de cyclisme auront lieu pendant les championnats européens qu'on essaiera de suivre sur la chaîne.
Et sur ce Tour de Pologne, il est vraiment monté en puissance avec une deuxième place lors de l'étape 5 derrière Bauhaus, où il n'arrive pas à dépasser Bauhaus dans le final. La victoire du côté de l'étape 7 et une belle victoire, une victoire vraiment très intéressante pour lui parce qu'il l'a fait sans son train. Et pour gagner, et pour qu'Arnaud Démare gagne de cette manière sans son train, c'est-à-dire vraiment le train était complètement désorganisé, il a décidé de suivre la route de quelqu'un d'autre, c'est quand même très très fort de la part d'Arnaud Démare. C'est pas habituel de la part d'Arnaud, qui est quand même plutôt un sprinter qui aime avoir un train organisé, bien en place dans le dernier kilomètre. Et là, il a dû faire seul. Et il fait un sprint vraiment en puissance. Et ça, c'est très intéressant parce que moi, je me souviens notamment d'un Marcel Kittel. Quand il arrivait à sprinter de cette manière-là, c'est qu'il était en très grande condition physique. Du côté d'Arnaud Démare, donc voilà une belle victoire au niveau de ce maillot blanc de meilleur sprinter qui était l'objectif pour Arnaud Démare en venant sur cette course. Lui qui n'ira pas sur le Tour d'Espagne, il va plutôt jouer les classiques en cette fin de saison et notamment un objectif important qui sera le championnat d'Europe. C'est pour ça même, je pense qu'il a voulu être performant sur cette course. Et puis il ira également sur la Six Classic Bemmer en Allemagne et sur la Bretagne Classique. Il l'a pas faite souvent la Bretagne Classique et puis ensuite fin de saison pour Arnaud Démare un peu. Voilà, il y aura encore un enchaînement de courses. Je pense qu'il arrêtera quand même assez tôt Arnaud Démare pour préparer la saison 2023 où il y aura, je pense, des gros objectifs pour Arnaud Démare et peut-être également en préparation des Jeux Olympiques pour Arnaud Démare. Parce que le parcours des Jeux Olympiques sera pas très difficile, donc pourrait convenir à un coureur comme Arnaud Démare sur ce parcours qui reprendra notamment une partie des Champs-Élysées, également de la butte Montmartre, je crois, qui sera prise. Je sais plus, je crois que c'est Montmartre qui est pris par le parcours, je crois, mais à vérifier du côté de ces Jeux Olympiques. Donc voilà, plutôt une bonne semaine pour Arnaud Démare avec une victoire, une deuxième place, un classement de meilleur sprinter remporté. C'est plutôt pas mal. Deuxième coureur au top, Cavagna. Pourquoi il fait quand même 6e de la course, Rémi Cavagna, donc là aussi très intéressant de la part du coureur français. Il fait un contre-la-montre mieux que d'habitude. C'est vrai que le chrono de Rémi, il finit 4e. Les écarts par rapport à Rensman étaient voilà, que de 20 secondes. Il est qu'à 12 secondes d'Ethan Etter. Donc il finit devant Sobrero, par exemple, devant Bruno Armirail. Aussi, colle 16 secondes à Armirail. Donc c'est plutôt une satisfaction de la part de Rémi Cavagna de s'en sortir sur ce chrono qui n'était pas forcément le profil le plus intéressant pour lui, que c'est un chrono en bosse. Il y avait 337 mètres de dénivelé positif sur 12 km. C'était un chrono en plus très court, Rémi. Il préfère quand même plutôt quand c'est un peu plus long. Donc c'était pas forcément le profil qui l'avantage le plus, seulement 18 minutes de chrono pour Cavagna, c'est très court. Mais il s'en est très très bien sorti, là aussi c'est intéressant pour Rémi, les championnats d'Europe, où il va vouloir peut-être jouer des bons... un podium, il y aura également les championnats du monde en fin de saison, puis là il est sur le Tour de l'Ain, en ce moment Rémi Cavagna, sur le Tour de l'Ain. Je ne sais pas si on aura le temps de faire un débrief du Tour de l'Ain. J'ai pas vu encore la première étape. Nous sommes mercredi 10 août. Il est 10h21 au moment où j'enregistre. Mais il a fait plutôt une semaine intéressante. C'était en plus pas lui au départ qui devait jouer le général. C'était plutôt Mauro Schmid, le Suisse. Mais comme Mauro Schmid a eu des petits soucis de santé, c'est Rémi Cavagna qui a repris le flambeau après son abandon. Voilà, bonne semaine de la part du Français. Qui a eu une année en plus pas facile, pas évidente, jusqu'à maintenant avec un titre de champion de France qui a été compliqué compliqué de mettre en avant. Il a assez peu couru, Rémi Cavagna, donc peut-être qu'il arrivera à faire une grosse fin de saison, le Français, et à vraiment faire des très très bons résultats sur la fin de la né pour le coureur qui a désormais 27 ans. Il est né, aujourd'hui, c'est son anniversaire, le 10 août, Rémi Cavagna. On poursuit après Rémi Cavagna du côté des Bleus avec Quentin Paché.
Plutôt une semaine intéressante de la part de Quentin Paché, une semaine où il a appris beaucoup, je pense, le coureur français qui finit qu'un 16e du général. Dommage sur l'étape remportée par Aguita, l'étape numéro 3, il part un peu tôt sur son sprint. Et je pense que voilà, ça lui coûte cher à Quentin Paché. On voit aussi que c'est pas un spécialiste du chrono. Quentin Paché, vu qu'il perd beaucoup de temps sur le chrono de l'étape numéro 6. Or, normalement, il aurait dû bien un peu mieux s'en sortir dans ce type de chrono. Et puis, ça montre que chez Groupama, il fait vraiment du bon boulot en ce moment. Ça bosse bien chez Groupama pour le coureur français qui fera peut-être la Vuelta. C'est pas encore sûr du tout. L'équipe n'a pas encore été annoncée, hein, l'équipe de la Groupama pour la prochaine Vuelta. Mais il a montré quand même des bonnes choses sur cette semaine de compétition où ça a été plutôt intéressant pour Quentin Paché qui fait quand même une belle année. Il avait fait un gros travail sur Milan-San Remo pour Arnaud Démare. Il a été performant également sur Paris-Nice. Performant également sur le Tour de Catalogne où il avait fait 3e de l'étape 1, 5e de l'étape 6. 6e également de l'étape 6 du Tour de Suisse. Il lui manque une victoire cette année pour parachever un petit peu cette saison. Est-ce qu'il ne fera pas le Tour du Limousin également, Quentin Paché? Question qu'on peut se poser. Hein. C'est vrai que là, je parle de Vuelta. Il n'a pas encore couru de grands tours pour le moment, Quentin Paché cette année. Mais est-ce qu'il n'y aura pas plutôt un objectif d'aller sur le Tour du Limousin pour le coureur de Libourne? Et puis Bruno Armirail, lui, ça a été un peu plus difficile pour Bruno Armirail. On rappelle qu'il est un peu déçu de ne pas avoir été sélectionné par l'équipe française sur de la Groupama pendant ces 3 semaines de course. Alors, il finit à 45 secondes. Bruno Armirail au général, mais il voulait vraiment beaucoup mieux jouer au niveau du classement. Il l'avait dit en début de semaine, mon objectif est de montrer grosso modo que Groupama s'est un peu planté en jouant le général sur cette course d'une semaine. Voilà, il avait envie de se montrer beaucoup, Bruno Armirail, qui voilà est pas forcément satisfait de comment on l'a traité par rapport au Tour de France. Alors il ira sur la Vuelta, lui c'est déjà prévu, Bruno Armirail. Mais c'est vrai qu'il aurait voulu aller sur le Tour de France, il pensait être prêt pour le Tour de France. Le problème en plus pour lui, c'est que sa non-sélection sur le Tour de France, remplacée par Antoine Dichen, qui a quand même fait un sacré travail également, notamment sur l'étape des pavés. Je suis pas sûr que Bruno Armirail aurait été en capacité de faire ce travail-là sur les pavés. Et il a fait également un beau travail en montagne, Antoine Dichen. Et c'est vrai que pour Bruno Armirail, il s'est fait un petit peu battre dans cette situation-là, et c'est vrai qu'il ira sur la Vuelta. Alors la Vuelta, il y aura peut-être encore des objectifs, hein, notamment pour Thibaut Pinot, notamment on pourrait penser à Storer du côté de la Groupama, et puis il y aura peut-être un peu plus de liberté pour aller chercher des échappées pour Bruno Armirail, donc il y aura peut-être la possibilité d'aller chercher quelque chose de très bien sur cette course, mais c'est vrai qu'il voulait montrer à sa formation qu'on pouvait compter sur lui. Il finit 10e, c'est pas une catastrophe, mais c'est plus-moins. C'est un peu comme Quentin Paché du côté de la Groupama. Et puis en flop, la Cofidis, quand on vient avec une équipe comme ça, notamment contre Sony Chimolai, on doit faire mieux sur les sprints. Et ça n'a pas été le cas. Ils n'ont pas été très bons sur les sprints. Ils viennent quand même avec Piet Algard, Chimolai, Consoni, Boli, Yele Wallace, Thomas Champion, Alexandre Delettre. Normalement, on doit faire un top 3 sur les sprints. Avec cette équipe-là, on doit faire un top 3 et ça n'a pas été le cas. Ils ont été peu performants sur cette semaine Cofidis. Et c'est dommage parce que ils ont un petit coup de mou en ce moment Cofidis. Faudrait pas que ça leur coûte cher pour rester en World Tour. Ils ont encore un petit peu d'avance du côté de la course au maintien. On fera une vidéo que je vais enregistrer là dans la journée. Mais c'est vrai que cette équipe, en ce moment, elle est un peu en difficulté. Le Tour de France n'a pas été exceptionnel. Et puis là, ce Tour de Pologne qui n'a pas été très bon non plus, où ils prennent pas beaucoup de points sur ce Tour de Pologne, où ils jouaient quand même la gagne de victoire d'étape. Ça n'a pas été le cas.
Parce que quand tu viens à Chimolai Consoni, tu viens pas pour faire 15e d'une étape, tu viens pour jouer le top 3. Et ils ont jamais joué le top 3. On les a très peu vus. En plus, on aurait pu s'attendre peut-être à prendre une ou deux échappées, par exemple dans les arrivées en côte. Donc ça a été un petit peu une déception pour moi Cofidis pendant cette semaine. Je m'attendais à mieux quand j'avais vu la liste de départ de cette formation pendant la première étape. Je l'avais regardé pendant la première étape et je m'étais dit ça peut bien le faire. Et puis au final ça a été compliqué pour l'équipe française. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, le premier c'est le vainqueur de cette semaine, Ethan Etter. Très bon chrono de la part d'Ethan Etter, même s'il ne gagne pas, mais il fait un bon chrono. Il a été régulier pendant toute la semaine, performant notamment sur l'étape numéro 3. Après, de là à dire que c'est une grande victoire de la part de Ethan Etter, peut-être pas. C'est pas là où il m'a le plus impressionné. Il m'avait plus impressionné, c'était quand il avait fait le Tour d'Andalousie. Où là, j'avais vraiment découvert un sacré coureur. C'est pas une mauvaise semaine, c'est vraiment bien, c'est une victoire. Après, de la dire, c'est une victoire exceptionnelle, peut-être pas, de la part d'Ethan Etter, qui fait une saison intéressante, champion de Grande-Bretagne du contre-la-montre, Ethan Etter, 15e du dernier Dauphiné aussi, 12e du dernier Tour de Norvège, vainqueur du classement des meilleurs sprinteurs du Tour de Romandie où il avait remporté de belles étapes. Vainqueur également d'une étape sur la semaine internationale copiée Bartali pour le coureur britannique. C'est plutôt une année intéressante. Il a que 23 ans, il faut aussi le rappeler. Et à 23 ans, il a déjà remporté le Tour de Pologne et le Tour de Norvège. Ce qui est plutôt pas mal. Le Giro della Poligno. Il y aura peut-être un objectif également sur la Vuelta. Alors sur la Vuelta, en plus, cette équipe Ineos, elle part un petit peu dans l'inconnu pour le moment. On ne sait pas trop qui va être le leader. Alors Sivakov a fait un très bon Tour de Burgos, mais on a du mal à savoir qui va être le leader. Est-ce que ça sera aussi cadenassé d'habitude? On a vu quand même, notamment avec Pidcock sur le Tour de France, qu'il y avait des possibilités de partir en échappée pour cette formation. Donc pour Ethan Etter, ça peut être intéressant. Et puis c'est un coureur qui a une bonne pointe de vitesse. Il y a des arrivées pour puncher. Où il peut peut-être jouer avec sa pointe de vitesse. Il y a des arrivées intéressantes pour Ethan Etter sur ce prochain Tour d'Espagne, dont on fera la présentation du parcours la semaine prochaine du côté de ce Tour d'Espagne, vu qu'on ne l'avait pas fait contrairement au Tour d'Italie et au Tour de France. Là, on ne l'avait pas fait en amont. Je vais peut-être même l'enregistrer ce week-end, cette présentation du parcours du Tour d'Espagne. On poursuit, à part s'il fait très chaud. Tout dépendra de la canicule. On poursuit avec Thymen Arensman. Énorme chrono de la part d'Arensman qui montre que Ineos a fait un bon choix de le recruter. Énorme contre la montre. Normalement, c'est acté pour l'instant. C'est toujours pas signé, mais on nous disait Arensman chez Ineos. C'était les grosses rumeurs. Très belle victoire sur ce chrono. Deuxième du général. Après un Tour d'Italie qui était quand même intéressant, un grand Tour des Alpes. C'est quand même un coureur qui lui aussi, très jeune, 22 ans, mais très prometteur comme grimpeur. Et puis, pas simple d'être bon sur le chrono en étant au-delà d'1m90 et en étant assez léger. Parce qu'il ne fait que 68 kg, ce qui n'est pas forcément simple, mais il est parti très fort. Arensman et vraiment personne n'a réussi à revenir sur lui dans la portion un peu plus pentue. Il a vraiment profité de ses grandes qualités. Après il a été un peu plus en difficulté sur l'étape de 238 km, l'étape numéro 3 où il finit à 25e dans un petit groupe un petit peu distancé, je crois me rappeler, mais sinon c'est une bonne semaine pour Thymen Arensman. C'est une bonne semaine de reprise après une pause suite au Tour de Suisse où il avait dû abandonner. Donc voilà, après un gros début de saison, il repart à l'attaque. Alors il ne devrait pas faire la Vuelta, Thymen Arensman, mais on pourrait le revoir sur le Tour de Grande-Bretagne. Je rappelle que DSM est encore une équipe qui a besoin de points. Il y a encore des objectifs importants pour Thymen Arensman, des points que l'on peut aller glaner à droite, à gauche dans les jours à venir. Pour Thymen Arensman et pour l'équipe DSM. Et voilà, c'est plutôt un coureur intéressant.
Je rappelle donc techniquement chez Ineos, mais pour l'instant c'est toujours pas indiqué chez Pro Cycling Stat au niveau de son contrat. Peut-être qu'il n'y a pas encore eu, voilà, ça n'a pas encore été totalement officialisé du côté de Thymen Arensman, qui je rappelle pour le moment est du côté de la DSM, mais ne devrait pas poursuivre du côté de la DSM. Un petit peu comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire du côté de la DSM, c'est une équipe où on voit rarement des coureurs faire de vieux os dans cette formation, peut-être des petits problèmes de relationnel à l'intérieur de l'équipe. C'est vrai que le nombre de coureurs qui sont partis de DSM un petit peu en claquant la porte, c'est assez surprenant. Tijens, je ne sais jamais comment le dire. À la Belgique, hein, c'est pas simple avec moi. Tijens, le coureur d'Intermarché, je sais vraiment pas comment le prononcer. Hein. À chaque fois, c'est un enfer pour moi. C'est peut-être avec Arnaud Démare, le deuxième sprinter qui m'a fait la meilleure impression. Je l'ai trouvé vraiment très bon, Gerben Tijens. Qui a fait vraiment du bon boulot, bien aidé par Hugo Page, il faut le dire aussi, qu'il l'a souvent bien placé, Hugo Page, du côté d'Intermarché, même si l'étape qu'il remporte, l'étape numéro 2, son train se fait avoir, enfin voilà, il se fait un petit peu déborder, Hugo Page rate un petit peu un virage, et c'est là où il fait son meilleur résultat, mais 5e également de l'étape 7, donc vraiment intéressant pour un coureur qui a 24 ans, qui n'était pas forcément un grand spécialiste du sprint, c'était pas le meilleur sprinter du monde, mais je trouve que voilà, son passage chez Intermarché lui fait du plus grand bien d'avoir quitté l'auto. Ce qui est souvent le cas, on s'aperçoit quand même que Intermarché arrive à redonner confiance à des coureurs, à relancer des coureurs. C'est vraiment une formation qui fait du très très bon travail, je le dis, je le répète. On le voit notamment avec Hugo Page, on le voit aussi là avec Tijens, on le voit aussi avec Guermeil. C'est une équipe vraiment qui a des bons talents au niveau du sprint. Dans les années à venir, c'est une équipe, voilà, lui il a que 24 ans, hein, Tijens, qui sera sur la Vuelta pour son deuxième grand tour. Il l'avait déjà fait l'année dernière, la Vuelta. Non, c'était il y a 2 ans déjà, je pense. C'était 2020 peut-être. Du côté de la Vuelta, voilà, c'était 2020 où il avait fini deuxième à Aguilar de Campo et 5e du côté des Herrea de los Caballeros. Dans ce Tour d'Espagne où il avait abandonné pendant l'étape numéro 15 du côté du coureur belge, mais c'est un coureur qui progresse. Et puis là on parlait de DSM, mais l'auto a perdu un bon coureur. L'auto, ils en ont perdu quand même quelques-uns cette année. Je pense que c'est une équipe qui doit se restructurer, la Lotto. Peut-être que ça sera le cas si il quitte le World Tour. Mais je pense que c'est une équipe qui ferait bien de mettre ça serait bien de mettre un petit coup de collier dans cette formation, parce qu'en ce moment c'est pas top ce qui se passe, je trouve, chez l'auto. C'est une équipe qui est un peu moribonde. Ils perdent en plus Tim Willems là au niveau des transferts. On sait que Caleb Ewan a quand même une possibilité de quitter l'équipe en cas de relégation. Donc on va voir ce que ça va donner du côté de Tijens depuis son départ. Mais c'est un coureur qu'il faudra suivre sur la Volta, surtout si l'équipe Intermarché est bien en place. Alors il n'y aura peut-être pas Hugo Page, mais ça sera peut-être une formation quand même à suivre, Intermarché comme toujours. Et puis Marc Padoun, ça fait du bien de revoir un petit peu Marc Padoun. Alors pas encore aux avant-postes, il finit 13e de ce Tour de Pologne, mais c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on a vu depuis le début de saison pour Marc Padoun, qui voilà, a eu un début de saison compliqué. On nous parlait notamment de problèmes alimentaires. C'est vrai que moi on m'avait dit sur le Dauphiné qu'il était vraiment pas très fit. Les gens qui l'avaient vu sur le bord de la route, on m'avait dit vraiment il est massif. C'est vrai que son année est compliquée à Marc Padoun. J'ai envie de dire pour Marc Padoun que depuis ces 2 victoires d'étape sur le Dauphiné, c'est pas facile. Alors il avait fait 3e du Tour de Burgos l'année dernière, mais c'est vrai que depuis quelques temps l'année est pas simple. Et puis là en même temps pour tous les concurrents ukrainiens, on voit bien que c'est difficile avec la situation dans le pays qui est en état de guerre. C'est sûr que ça doit pas être facile pour Marc Padoun de s'exprimer comme il le veut sur son vélo. Il doit toujours avoir un petit peu la tête ailleurs. Pour tout vous dire, il n'a que 29 jours de course dans les pattes, ce qui est très faible quand on arrive à mi-août. Mais on le reverra sur le Tour d'Espagne. Donc peut-être pour aller chercher une victoire d'étape pour l'Ukrainien, ça pourrait être un réel objectif dans les jours à venir. Mais il y a des progrès
du côté de Marc Padoun, ça fait du bien de le revoir. Au top, on passe au coureur flop. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Sergio Higuita. Pourquoi j'ai mis bonnet d'âne, Sergio Higuita? Alors, la semaine n'est pas mauvaise du côté d'Higuita. Il perd quand même beaucoup de temps sur le chrono. Sur un chrono qui aurait dû être intéressant au niveau de ses qualités, parce que chrono en côte. Donc normalement, ça aurait dû bien le faire. Alors vous allez me dire, je suis sévère un petit peu avec lui. Il perd 32 secondes. Ça aurait pu être pire, mais je crois qu'on a peut-être vu sur ce Tour de Pologne les limites de Sergio Higuita. C'est un coureur qui est pas suffisamment bon puncher. Certes, là, il s'impose, mais il n'y avait pas le gratin des punchers. Vous n'aviez pas Alaphilippe, vous n'avez pas Michael Matthews, vous n'aviez pas du côté des punchers, même les Pogacar, Roglic. Il manquait quand même du monde. Il n'y avait pas Buitrago également, qui a fait un bon Tour de Burgos. On s'aperçoit que sur le contre-la-montre, il est aussi limité. Et on s'aperçoit qu'il n'a peut-être pas la plus grosse vitesse aussi en tant que sprinter, et qu'en montagne, c'est peut-être un peu limité, Higuita. En haute montagne, du moins. J'ai l'impression qu'on a peut-être vu sur cette semaine de compétition lors du Tour de Pologne les limites de Sergio Higuita. Et peut-être que c'est un coureur qui n'est pas assez bon dans un domaine. C'est-à-dire qu'il est moyen dans quelques domaines. Il est parfois bon, mais pas suffisamment bon pour aller chercher les meilleurs. C'est pas Julien Alaphilippe dans l'étape. Et surtout, c'est un coureur qui, un petit peu comme Almeida, a eu du mal sur le début de la montée. Parce que pour ceux qui ont vu cette arrivée donc de l'étape 3, il démarre vraiment piano au départ. Il est assez mal placé même. Et c'est vraiment dans les 500 derniers mètres où il arrive à fournir son effort, à être plus frais que les autres. J'ai l'impression que Sergio Higuita, c'est un coureur qui est performant sur les montées entre 5 et 7 km. Au-delà, j'ai l'impression qu'il a du mal. Et en dessous, j'ai l'impression qu'il y a meilleur que lui. Donc ça donne pas beaucoup de possibilités de victoire sur une saison à Sergio Higuita. C'est dommage parce qu'il a fait quand même un sacré numéro sur le dernier Tour de Catalogne, mais on était sur des montées 5-7 km. J'ai l'impression qu'il a un peu plus de mal sur les montées plus punchy. Et là, sur cette semaine de compétition, on a peut-être vu les limites de Sergio Higuita. C'est une question que je me posais pour le coureur colombien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'on a vu les limites de Sergio Higuita sur cette semaine? Peut-être aussi qu'il manque de puissance parce que c'est un coureur qui est très léger, 57 kg. Peut-être prendre 1-2 kg de muscle, ça serait pas mal. Coureur qui sera sur la Vuelta, donc on aura peut-être une décision un peu plus franche. Avec Hindley, avec peut-être Kelderman, on aura une grosse formation Bora sur la prochaine Vuelta. On poursuit du côté des bonnets d'âne avec Caden Groves. Aucun sprint pour Caden Groves. Il a pu faire aucun sprint. C'est dommage pour le coureur australien. C'est dommage aussi pour Bike Exchange au niveau des points. Mais c'est vrai que Caden Groves, 7e du premier sprint et puis ensuite 10e de l'étape 7. Mais il n'a jamais été très présent sur les sprints. Pourtant, c'est un coureur qui aime plutôt quand c'est un petit peu touchy au niveau des arrivées. Notamment sur le Tirreno Adriatico, il avait été bon sur des arrivées qui étaient techniques. Je pense à Sovichile. C'est un coureur qui est plutôt bon, habile sur un vélo et qui aime plutôt quand c'est un petit peu technique. Contrairement à Cavendish par exemple, qui n'aime pas quand les arrivées sont difficiles, qui a eu une course également compliquée, Marc Cavendish pendant cette semaine de compétition. Mais là, ça a été difficile pour Caden Groves, qui n'est même pas dans le top 10. Il est 18e du classement du maillot de meilleur sprinter. Ça montre bien que ça a été compliqué pour l'Australien. Il avait été bon également sur le Tour de Turquie avec des arrivées difficiles. Voilà, dommage pour Caden Groves, qui sera également sur la Vuelta. Ça sera son premier grand tour de sa carrière. Et il rejoindra Alpecin l'année prochaine. C'est une grosse perte pour Michelton de perdre ce coureur qui décide de partir chez Alpecin de Koninck. L'année prochaine, quand même, Alpecin de Koninck, ils vont avoir des sacrés talents. Certes, ils perdent Tim Merlier, mais alors ils récupèrent des sacrés sprinters, des sacrés coureurs.
Va falloir voir comment cette équipe va réussir à tout mettre correctement. Puisque ça, en termes de hiérarchie, ça va pas être facile dans cette formation. Je poursuis après notre ami Caden Groves avec Richard Carapaz. Alors déjà, je ne comprends absolument pas pourquoi Richard Carapaz a été sur cette course, en sachant le peu d'arrivées difficiles, en sachant qu'il y avait un chrono, c'est pas le meilleur sur le chrono Carapaz, même si là, bon, il finit quand même 32e, hein, il a pris un peu cher sur le contre-la-montre Carapaz. Mais je comprends pas à quel moment ils se sont dit en course de reprise, au lieu d'aller sur le Tour de Burgos, on va aller sur le Tour de Pologne. Ou il fallait aller sur le Tour de l'Ain, qui aurait pu être une possibilité aussi. Mais j'ai du mal à comprendre pourquoi aller sur le Tour de Pologne. Ça veut dire qu'il s'est quand même enquillé 7 jours de course pour pas grand-chose, en fait. Parce qu'il y avait peu de possibilités de montrer son talent, de montrer ses qualités. Et puis le problème en plus de Carapaz sur cette course-là, c'est qu'on a du mal à savoir où il se situe par rapport aux autres leaders. Parce que ce Tour de Pologne ayant été très faible en termes de parcours, notamment comparé au Tour de Burgos, on a du mal à savoir s'il est meilleur par exemple qu'un Sivakov. Moi je ne pense pas en ce moment. Donc c'est pas l'idéal. Pour Coco, c'est un peu dommageable de l'avoir emmené ici. Alors c'était peut-être pour pas emmener tout le monde sur le Tour de Burgos. Mais dans ce cas-là, on aurait pu aller sur le Tour de l'Ain ou aller sur une autre épreuve, peut-être un peu plus faible, du côté d'Ineos. Mais là, qui est 7 jours de course pour pas grand-chose, c'est, je pense, pas l'idée du siècle autour de Carapaz. Après, bon, il n'a pas été incroyable sur le chrono, où il finit 32e, ce qui fait qu'il perd quand même 1 minute 20 sur seulement 12 km. Et seulement 17,40 d'effort, ça fait beaucoup de finir à 1,20. Voilà, il s'est pris quand même un éclat un petit peu sur le contre-la-montre parce qu'il finit derrière un Quentin Paché, par exemple, derrière Dan Hule, derrière Lucas Hamilton. Donc c'est pas top de la part de Carapaz, c'est pas l'idéal, quoi. On poursuit après Carapaz et on termine avec un dernier coureur. C'est Tiberi, pardon. Oh là là, dis donc, il a la voix fourche. Antonio Tiberi de la Trek. Je m'attendais à mieux de la part de Tiberi sur cette course. Je me disais, c'est pas trop difficile. Il n'y a pas de grosse montée. Il y a un contre-la-montre en côte. Ça peut le faire, pourquoi pas pour Antonio Tiberi. Sauf qu'il finit à 3 minutes 13 en ratant complètement le chrono. Parce qu'il finit 102e et en n'étant pas incroyable. Alors peut-être des soucis physiques de la part de Tiberi, mais c'est pas rassurant pour un coureur qui doit aller sur la Vuelta. Assez surpris de la course de Tiberi, surtout qu'il y avait une arrivée en bas. Je me disais sur l'arrivée de l'étape 3, ça ressemblait un petit peu à l'arrivée où il avait été performant sur le Tour de Hongrie. Donc on me disait, ça peut peut-être être performant pour Tiberi. Mais non, ça n'a pas été le cas. Il avait été performant également au Mont-Bouquet, donc sur des côtes courtes, il peut être très bon, Antonio Tiberi. Mais non, là ça ne l'a pas fait pour le jeune coureur italien, peut-être un petit peu fatigué également, il a seulement 21 ans, c'est sa deuxième année complète chez les professionnels. Donc voilà, peut-être encore un petit peu du mal, il doit encore peut-être prendre de l'expérience, surtout que l'année dernière, il avait fait une grosse fin de saison, mais il avait assez peu couru en première partie jusqu'au... Ah si, non, il avait fait le Tour des Alpes. Je pensais qu'il avait moins couru que ça, parce que comme il avait eu sa chute sur l'UAE Tour. Mais non, il avait repris dès la semaine internationale copier Bartolino. Autant pour moi. Il avait couru 56 jours de course. C'est peut-être ça aussi pour Antonio Tiberi. 46 jours de course, mais peut-être un petit peu fatigué. Et puis il a fait pas mal de grandes courses, notamment Dauphiné, notamment Romandie sur les épreuves World Tour. Strade Bianche également, le coureur italien. Donc peut-être un petit peu de fatigue en ce moment, mais c'est inquiétant avant d'attaquer la Vuelta. Mais je m'attendais à mieux. Normalement, il a des qualités pour faire des bons résultats, Antonio Tiberi, enfin au moins des meilleurs résultats que ce qu'il n'a produit lors de cette semaine.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Nous, on se retrouve donc pour le tour de Burgos et de nouvelles aventures. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez, ciao ciao sur la Mega Production.